Bonjour, je suis Hamzat Boukari Yabara, je suis historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, et j'interviens aujourd'hui dans le cadre du goûter panafricain. Le panafricanisme, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire qui a plusieurs siècles d'existence et qui débute en réalité dans la diaspora. Parmi les millions d'Africains qui ont été déportés en esclavage dans les Amériques, et qui ont résisté et qui se sont libérés. Le panafricanisme est donc né à l'extérieur du continent africain. Le mot pan-africanisme signifie en réalité l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur de l'Afrique. Lorsque nous parlons donc de panafricanisme, nous parlons donc des spiritualités africaines, de la gastronomie, des noms, des manières de danser, de chanter, de rire, de pleurer, d'enterrer, bref, tout ce qui représente en réalité une identité africaine, un marqueur de l'africanité. L'un des marqueurs de cette africanité, c'est notre négritude, c'est le fait que nous soyons des personnes à la peau noire. Et c'est précisément cette condition noire qui fait que nous avons été déportés pendant plusieurs siècles en esclavage et que avant que l'on parle de panafricanisme, on parlait de pannégrisme. C'est-à-dire la capacité à se reconnaître les uns les autres à partir de notre couleur de peau, la couleur noire. Donc de nous unir à partir de l'élément identitaire pour nous libérer parce que nous subissons exactement les mêmes souffrances. Ce sont des Africains qui pouvaient venir de l'ouest, de l'est, du centre, du sud, qui ont été pris en captivité, qui ont été déportés dans les Amériques et qui, une fois arrivés dans les Amériques, ont commencé à comprendre qu'ils avaient des points communs entre eux, qu'ils pouvaient faire corps ensemble, qu'ils pouvaient faire unité. Et c'est ce qui explique au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle la plupart des résistances anti-esclavagistes qui ont lieu en Jamaïque, à Cuba, au Brésil, aux États-Unis, en Colombie, et qui constituent ce qu'on va appeler des quilombos, des camps de marrons, des palenqués, des mocambos, autant de lieux où des Africains déportés se sont enfuis, se sont réfugiés et ont recréé des sociétés africaines dans les Amériques. Il y a un lieu qui est le lieu fondateur du panafricanisme. Ce lieu, c'est Haïti, qui à l'époque était Saint-Domingue, c'était une colonie, c'était la colonie la plus riche du Nouveau Monde, et c'était la colonie qui faisait venir le plus grand nombre d'Africains esclavagisés. Colonie française, colonie espagnole, partagée entre les deux pays. Et c'est donc à Saint-Domingue qu'en 1791, un serment a lieu à Bois-Caïman, autour de Fatiman et du Tiboukman, et marque le début de l'insurrection des Africains de Saint-Domingue. C'est une insurrection qui va durer plusieurs mois, plusieurs années, qui va aboutir à l'abolition unilatérale de l'esclavage en 1793, le 29 août 1793, et qui permettra à Toussaint Louverture de gouverner l'île dans les années suivantes. C'est par rapport à cet affront imposé par Toussaint Louverture que Napoléon décide d'envoyer la plus grande expédition militaire jamais partie de France pour rétablir l'esclavage. L'esclavage est rétabli à la Guadeloupe, malgré la résistance de Delgrès et des martyrs du Matouba, mais à Saint-Domingue, c'est une autre paire de manches. Les Africains réunis autour de Jean-Jacques Dessalines décident de tenir tête à l'armée la plus puissante du monde, l'armée de Napoléon. La bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, est un moment décisif de la victoire des Africains à Saint-Domingue. Et le 1er janvier 1804, Saint-Domingue devient indépendant sous le nom d'Haïti, la première république noire. Haïti est le lieu de naissance du panafricanisme parce que pour la première fois, nous avons à l'extérieur du continent africain un territoire qui est libéré, qui est contrôlé, qui est gouverné par des hommes et des femmes nés en Afrique. C'est un élément très important parce qu'à cette époque, Haïti devient la terre de libération des Noirs du monde entier. On voit des Noirs américains, des Noirs de la Caraïbe, tous veulent venir en Haïti parce qu'ils savent que dans cette terre, il y a la liberté. Et Haïti, tout au long du 19e siècle, va être le fer de lance du pannégrisme et du panafricanisme. Et c'est contre Haïti
que les puissances occidentales coalisées autour de la France vont imposer la dette de l'indépendance en 1825. 150 millions de francs en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Et ce sont ces puissances coalisées qui vont constituer au 19e, 20e et 21e siècle ce qu'on appelle aujourd'hui de manière pompeuse la communauté internationale. Et donc le panafricanisme est né en résistance à l'ordre esclavagiste, capitaliste, colonialiste, raciste et impérialiste. Donc le panafricanisme contient tous ces éléments-là. Mais il ne suffit pas de se libérer, il faut encore libérer les autres territoires. Haïti va être une terre de libération, une base arrière pour Simon Bolivar qui va libérer notamment ce qu'on appelle la Grande Colombie, c'est-à-dire aujourd'hui le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie et la Colombie. Il y aura aussi un certain nombre de libérations et de résistances qui auront lieu dans la première moitié du 19e siècle. Et surtout de nombreuses révoltes d'esclaves qui s'inspirent de Haïti. Et c'est par rapport à ces révoltes d'esclaves que les milieux progressistes, abolitionnistes ou religieux blancs américains ont une idée. Tous ces Noirs qui sont libres aux États-Unis, nous allons les rapatrier en Afrique. Et c'est là que débute le projet de création du Libéria, qui est un contre-projet vis-à-vis d'Haïti. Il faut renvoyer les Noirs libres le plus loin possible des États-Unis. Et donc on va trouver un territoire en Afrique, le Libéria, qui va être la base de rapatriement de dizaines de milliers d'Afro-Américains au cours du 19e siècle. En parallèle, à la même époque, la Sierra Leone, première colonie britannique, est le lieu de rapatriement de tous les Noirs qui avaient combattu à Saint-Domingue, dans les rangs de l'armée coloniale britannique, également de tous les Noirs qui ont acquis leur liberté en Angleterre. On les renvoie en Sierra Leone, dans un contexte où, pour les Occidentaux, la fin de l'esclavage doit être le point de départ d'un autre système de domination qui est la colonisation. Et donc l'enjeu du retour en Afrique apparaît déjà dans ce contexte-là. L'enjeu de la résistance à l'extérieur du continent africain devient également de plus en plus importante. Et cette résistance-là, elle est incarnée par Haïti. Elle est incarnée par des fils et des filles d'Haïti. Deux d'entre eux sont particulièrement importants. Le premier s'appelle Anténor Firmin. Il a écrit en 1885 à Paris un ouvrage qui s'intitule « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». Cet essai, écrit par Anténor Firmin, vise à répondre aux thèses racistes de Gobineau. Il est à l'époque membre de la Société d'anthropologie de Paris et il s'étonne de voir autant de grands cerveaux, de grands sachants, de grands scientifiques français, européens, blancs, dénigrer à ce point l'Afrique et rejeter les Noirs en dehors de l'humanité. Il s'étonne aussi de voir que le discours des scientifiques européens racistes est en phase avec le discours de Jules Ferry, à l'époque le président du Conseil français, qui explique qu'il est du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures, et donc de lancer le processus de colonisation au milieu des années 1880. Et donc dans son ouvrage « Essai de l'égalité des races humaines », Anténor Firmin démontre, bien avant Cheikh Anta Diop, que les plus grandes civilisations égypto-nubiennes étaient des civilisations négro-africaines. Et démontre également qu'à compétences égales, et ça aussi sera repris plus tard par Cheikh Anta Diop, un noir est tout à fait capable de faire mieux qu'un blanc si on lui donne les mêmes compétences, les mêmes conditions. Anténor Firmin publie cet ouvrage en 1885 qui est la date de la fin de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, c'est le passage de ce qu'on appelle, de ce que Kodjo Tovaluenu, un autre militant panafricaniste des années 1920, appelle l'esclavage à domicile. Nous avons des millions d'Africains qui ont été déportés, arrachés de leur continent, déportés vers les États-Unis, Cuba, le Brésil, toutes les Amériques. Il n'y a pas un lieu du continent américain ou des îles de la Caraïbe qui n'a pas vu le pied d'un noir fouler son sol. Mais en même temps, ceux qui sont restés sur le continent africain ont également subi. Ils n'ont pas vendu les leurs, contrairement à ce que certains veulent dire, ils ont résisté. Et le continent africain
une fois des abolitions de l'esclavage réalisées dans ce qu'on appelle la diaspora, le continent africain va devenir le lieu de cristallisation des impérialismes. Et donc à partir des années 1880, c'est ce qu'on appelle le Scramble to Africa, la course au clocher. Il faut, pour chaque puissance européenne, conquérir son petit bout d'Afrique et donner naissance à cette carte du continent africain où vous avez des couleurs qui correspondent aux pays européens, avec des frontières qui correspondent grosso modo aux frontières de nos États actuels. Dans ce contexte-là, le roi des Belges, Léopold II, organise une première conférence de géographie à Bruxelles. Puis le chancelier allemand Bismarck réunit toutes les puissances européennes coalisées, plus l'Empire ottoman et la Russie, et les États-Unis, à Berlin. Au terme de ce partage de l'Afrique, le plus gros morceau est donné au roi Léopold II. Le plus gros morceau, c'est le Congo du roi Léopold II, dans lequel on a déjà les richesses les plus importantes. Et donc ce sont les agents du roi Léopold II qui vont commencer à exploiter ce territoire-là et à pratiquer un véritable génocide, qui sera dénoncé par des militants panafricains. Le reste du continent africain est coupé en morceaux. Des guerres de conquête sont lancées. On arrête Samori, on arrête Béhanzin, on arrête Nana Opoku-Waré, on arrête Ranavalon III de Madagascar. Tous ces souverains africains sont arrêtés, déportés, exilés, assassinés, renversés. Sauf dans un territoire qui résiste, qui est l'Éthiopie de Ménélique II, qui le 1er mars 1896 remporte une victoire écrasante contre l'Italie. Il faut savoir que la bataille d'Adwa est la plus grande bataille et l'une des rares batailles qui est directement opposée une armée africaine à une armée européenne. C'est la plus grande bataille qui est opposée une armée africaine à une armée européenne sur le sol africain. La plus grande bataille précédente avait eu lieu dans la diaspora, à Saint-Domingue, et les Africains de Haïti avaient écrasé l'armée de Napoléon, l'armée française. À Adwa, les Éthiopiens écrasent l'armée italienne. Et ils se font respecter par la force, par la volonté de puissance, et par également une capacité à s'appuyer sur leur ancestralité, puisque l'Éthiopie s'inscrit dans une histoire de la Bible qui n'a rien à voir avec l'histoire occidentale de la Bible. On n'est pas dans Rome, Byzance, Constantinople. On est dans une chrétienté endogène, orthodoxe, qui repose sur une liturgie, sur une langue sacrée, le Gèze, sur des textes, la Kebra Négast, et sur la lignée de Salomon et de la reine de Saba, qui fait de l'Éthiopie la véritable terre de rédemption. Et la plupart des Noirs américains et des Afro-Caribéens qui ont été mis en esclavage dans les Amériques ont été aliénés, évangélisés à travers la Bible protestante du roi Jacques. Et dans cette version du roi Jacques, eh bien, il est clairement fait référence à l'Éthiopie comme le véritable Israël. Et donc s'est développé dans les Amériques un courant religieux qu'on appelle l'éthiopianisme, venu notamment de la Jamaïque, d'un prêcheur qui s'appelait George Beale. Et ce courant religieux, l'éthiopianisme, va s'incarner dans une territorialité lorsque, aux États-Unis, on apprend la victoire de l'Éthiopie de Ménélique II contre l'Italie. Cela est vu comme la victoire du bien contre le mal. Et à partir de ce moment-là, vous avez des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'Afro-Américains qui commencent à prendre des noms éthiopiens. Et donc c'est un élément très important. Avant de rajouter la lettre X pour effacer le nom d'esclave, comme l'a fait Malcolm X bien plus tard, eh bien on prend des noms éthiopiens. Parce que l'Éthiopie symbolise la souveraineté du continent africain. Et c'est par rapport à cet élément-là que Benito Sylvain décide de quitter Haïti, de se rendre à Addis Abeba, de rencontrer Ménélique II et d'organiser avec d'autres, comme Henry Sylvester Williams, qui est un étudiant en droit à l'université de Londres, à Gray's Inn, qui décide de défendre les marchands et les chefs et les propriétaires africains spoliés de leurs terres, avec Alexander Walters, qui est un religieux,
avec également William Du Bois, qui est un intellectuel noir américain, d'organiser en juillet 1900 la première conférence panafricaine. Et lors de cette conférence, Benito Sylvain représente à la fois Haïti et l'Éthiopie. Il symbolise l'union de la diaspora et du continent. Et l'histoire du panafricanisme qui débute comme un mouvement à partir de 1900 est précisément l'histoire de la réconciliation entre la diaspora et le continent, autour d'une volonté de puissance qui a été incarnée au début et à la fin du 19e siècle par Haïti et par l'Éthiopie. Lors de cette conférence panafricaine, il y a un certain nombre de discussions qui sont faites, surtout un état des lieux de la situation des Noirs dans le monde. On met l'accent notamment sur ce qui se passe en Afrique du Sud, le début d'un régime d'apartheid qui ne dit pas son nom et qui est marqué par une colonisation de peuplements blancs et le vol des terres des Africains. Il est également fait référence évidemment à la situation au Congo où la mobilisation contraint rapidement le roi Léopold II a cédé sa colonie privée à l'État de Belgique pour faire ce qu'on appellera de manière anecdotique ou ironique l'État indépendant du Congo de 1908 à 1960. Vaste réservoir de matières premières dans lesquelles les multinationales viennent puiser. À l'issue de cette première conférence panafricaine, on envoie un mémorandum à la reine Victoria, qui à l'époque est la souveraine la plus puissante, la reine du monde, la reine de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche pas. On fait mention d'une volonté de faire évoluer le statut des Noirs et des colonisés. Mais la reine Victoria décède peu après et tout cela restera lettre morte. Les projets nés de la première conférence panafricaine, qui étaient des projets pacifiques, vont quelque part tomber en désuétude. Et ils vont revenir au lendemain de la Première Guerre mondiale de manière éclatante à travers une série de congrès panafricains qui auront lieu entre 1919 et 1927. Ces congrès panafricains sont impulsés par la Première Guerre mondiale, qui a vu l'appel aux soldats des colonies, notamment les fameux tirailleurs sénégalais créés au XIXe siècle par Louis Faidherbe, qui contribuent déjà à sauver la France de la défaite, les West Indian Regiment de la Caraïbe anglophone, les King's African Rifle et un certain nombre d'autres troupes qui, avec les soldats des colonies asiatiques, se retrouvent tous aujourd'hui, à ce moment, en Europe et comprennent qu'il faut opposer un large front au colonialisme. 1919, dans le contexte des conférences d'après-guerre, un premier congrès panafricain est organisé à Paris. Il allie des militants afro-américains et français noirs généralement liés au système républicain, universaliste et français. Et lors de ce premier congrès, on a déjà des tensions qui apparaissent. Un deuxième congrès est organisé en 1921 dans 3 endroits, à Londres, à Bruxelles et à Paris. Et là, les tensions sont beaucoup plus grandes parce que dans la session de Bruxelles, on fait mention de mouvements qui sont apparus au Congo belge. On parle d'un prédicateur qui s'appelle Simon Kibangu, qui prêche et qui annonce que viendra le temps où les Noirs deviendront blancs et les Blancs deviendront noirs. Et l'épopée de Simon Kibangu va créer l'une des religions les plus importantes du continent africain aujourd'hui, le kibanguisme, au niveau de la République démocratique du Congo. Comme à l'époque on trouvait le harisme et le matswanisme, donc on voit apparaître des mouvements religieux millénaristes qui ont une dimension transnationale et qui galvanisent des populations africaines. Et puis surtout, il y a la crainte de voir ces militants africains, ces mouvements africains, se lier avec celui qui apparaît entre les années 1914 et 1927 comme l'homme noir le plus puissant jamais vu dans l'histoire, Marcus Garvey. Marcus Garvey vient de Jamaïque, il est né en 1887, il est incorruptible, il est intègre, et il voyage, il voit la condition des Noirs partout dans le monde à cette époque-là, notamment en Amérique centrale, et partout où il va, les Noirs sont en bas de l'échelle. Il développe un sentiment de fierté nègre. Nous devons être fiers d'être noirs. Nous devons regarder vers l'Afrique. Et de fil en aiguille, il construit, avec Amy Ashwood puis Amy Jacques,
l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, dont le siège est basé en plein cœur de Harlem, au moment de ce qu'on appelle la renaissance de Harlem. Vous avez tous les artistes, écrivains, intellectuels, Claude McKay, Langston Hughes, Zora Neale Hurston, qui sont présents dans ce qu'est la Mecque noire de l'époque. Mais Garvey n'est pas un intellectuel comme Dubois. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Il a compris que pour que le noir soit respecté, le noir doit avoir son propre gouvernement. Le noir doit avoir ses propres entreprises. Le noir doit avoir ses propres bateaux, ses propres médias, ses propres moyens de souveraineté. Et donc il lance une compagnie de navigation, la Black Star Line, parce qu'à l'époque on a le Titanic qui est inscrit dans ce qu'on appelle la White Star Line. Donc puisqu'il y a une White Star Line, pourquoi n'y aurait-il pas de Black Star Line? Il lance également le journal Le Negro World, qui est rapidement interdit dans les colonies, mais qui arrive à dribbler la censure. Il lance des entreprises pour fabriquer des poupées noires, des boucheries, des épiceries, des restaurants, des salons de coiffure. Tout ça pour donner aux Noirs du pouvoir. Mais il sait très bien que tout cela est éphémère, parce qu'à la même époque, il y a ce qu'on appelle le Black Wall Street, une communauté puissante de Noirs dans le centre des États-Unis, dans l'Oklahoma, qui s'est constituée de manière autonome et souveraine, qui fait l'effet d'un véritable bombardement de l'armée américaine et qui détruit tout sur son passage. Le Noir peut avoir des biens, il peut avoir des propriétés, mais tant qu'il n'a pas un gouvernement ou une armée pour le protéger, il n'est rien. Et de là vient la compréhension que tant que l'Afrique n'est pas libre, tant que l'Afrique n'est pas debout, peu importe en tant que Noir que vous soyez président des États-Unis, que vous soyez l'homme le plus riche de l'Angleterre, que vous soyez le sportif le plus célèbre de France, peu importe cette condition-là, tant que l'Afrique, votre continent d'origine, n'est pas libéré, vous n'êtes rien. Et donc le projet de Garvey, eh bien, c'est de reprendre la revanche sur ce qui s'est fait au XIXe siècle et de bâtir une souveraineté africaine à partir du Libéria. Et donc il lance des missions pour aller explorer la situation au Libéria. Ces missions sont des échecs parce que autour de lui, tout est fait pour qu'il y ait du sabotage. W.E.B. Du Bois, qui est l'intellectuel, le rival un peu de Garvey, est en partie manipulé, instrumentalisé pour limiter Garvey, qui est surtout combattu par J. Edgar Hoover, le futur puissant patron du FBI, qui sera un peu plus tard célèbre en éliminant notamment un certain nombre de militants des Black Panthers. Puisque dans la mouvance de Garvey, on voit notamment apparaître d'autres générations. Le père de Malcolm X, la mère de Malcolm X sont par exemple responsables d'une section de l'UNIA et ont milité pour la libération de Marcus Garvey. Un certain nombre de figures que l'on verra dans les années suivantes vont également se positionner pour ou contre Garvey, qui va un peu polariser le champ du panafricanisme. Et donc lors de ce congrès de 1921, on s'inquiète des jonctions qui peuvent avoir entre le kibanguisme, le garvéisme, le panafricanisme et une autre idéologie qui est apparue peu auparavant, qui est le communisme. On accuse des militants panafricanistes d'être des communistes, de travailler pour la Russie, d'avoir des projets qui ne peuvent pas être dits publiquement. Et donc lors du 3e congrès panafricain, il y a une rupture qui a eu lieu avec les militants francophones et ce 3e congrès est organisé à Lisbonne et à Londres. Le 4e sera organisé à New York en 1927, intégralement organisé par un collectif de 10 femmes, autofinancé, comme la quasi-totalité des rencontres panafricanistes, autofinancé notamment grâce aux recettes des restaurants, des artistes et de certains membres de la communauté qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour financer le panafricanisme. Parce que ce mouvement s'inscrit aussi dans une autodétermination économique et financière. Dans cette compréhension que pour décider de ce que nous voulons, il faut que nous soyons également en capacité de nous donner les moyens économiques de notre projet politique. Et donc après 1927, vous avez
la grande crise, le krach de 1929, krach boursier, au cours duquel les travailleurs noirs sont les premiers jetés sur le carreau, au cours duquel on voit une pression se renforcer sur les économies coloniales et les travailleurs africains. Et c'est cette pression sur les travailleurs africains qui va paradoxalement amener dans les années 30-40 un mouvement, le syndicalisme, à être l'infrastructure des nouvelles revendications du nationalisme africain. Ce qui explique pourquoi la plupart des militants nationalistes africains que l'on verra après la Seconde Guerre mondiale, comme Sékou Touré, comme Ruben Oumniobé, sont généralement issus des mouvements syndicalistes ou communistes ou marxistes. Mais le mouvement ou l'événement qui va relancer une nouvelle vague de panafricanisme est l'agression de l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié par l'Italie de Mussolini en 1935. Là encore, il y a une référence à la question de l'éthiopianisme. En 1930, Rastafari est couronné empereur d'Éthiopie sous le nom de Haïlé Sélassié. Pour les partisans de Marcus Garvey, c'est la réalisation d'une prophétie que leur leader, qui avait autour de lui plus de 6 millions de partisans, avait faite en quittant les États-Unis en 1927 pour être expulsé vers la Jamaïque. Regardez vers l'Afrique, lorsqu'un roi sera couronné, de là viendra la rédemption. Et donc le couronnement d'Haïlé Sélassié marque la naissance du mouvement Rastafari. Un mouvement qui a une foi profonde en la souveraineté africaine, en la dignité humaine, en l'anticonsumérisme et en une capacité à faire de l'Afrique un élément moteur et du retour en Afrique un objectif. L'agression de l'Éthiopie va remobiliser de nouvelles générations de militants panafricanistes. Beaucoup sont influencés par le marxisme. Parmi eux, Georges Padmore, également Cedar James, qui lui écrit à cette époque-là Les Jacobins Noirs, donc l'histoire de la révolution de Saint-Domingue et de Toussaint Louverture, qui est le premier livre d'histoire du panafricanisme. Les Jacobins Noirs, Black Jacobins, 1938. 6 ans plus tard, Eric Williams, un autre Caribéen, donc Padmore, Williams et James sont de Trinidad et Tobago, écrit Capitalisme et esclavage, Capitalism and Slavery. Il fait le lien entre le développement du capitalisme occidental et la traite et l'esclavage. Et puis à la même époque, on a de nouvelles organisations qui apparaissent, notamment en Angleterre, et qui vont bénéficier d'une réunion de plusieurs personnages. Celui qui va sortir de ce rassemblement, comme la figure éminente du panafricanisme, s'appelle Kwame Nkrumah. Il est né en 1909 en Gold Coast, colonie britannique à l'époque. Il part étudier en 1935 aux États-Unis. Il passe 10 ans aux États-Unis. Et au bout de ces 10 ans de formation aux États-Unis, où il est quasiment considéré comme un Afro-Américain par les Afro-Américains, il part en Angleterre avec une lettre de recommandation de Cedar James pour rencontrer Georges Padmore. Nkrumah et Padmore, en octobre 1945, organisent le 5e congrès panafricain, qui est un congrès différent des précédents congrès parce que cette fois-ci, les Africains sont majoritaires. Il y en a notamment 2 qui vont jouer un rôle particulier. Le premier, c'est Kwame Nkrumah, évidemment, et le deuxième, c'est Jomo Kenyatta, du Kenya. À l'issue de ce 5e congrès panafricain, on proclame que l'enjeu maintenant, c'est de libérer l'Afrique. Ce n'est plus de se battre au niveau des États-Unis, au niveau de l'Angleterre, mais de libérer l'Afrique. Et donc, Nkrumah tente de convaincre des camarades d'Afrique francophone, mais ceux-là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, préfèrent se retrouver au sein de l'Union française, de la 4e République et du Parlement français. Ces partis francophones du panafricanisme ont néanmoins légué, dans la période de l'entre-deux-guerres, quelques éléments politico-culturels, dont l'un des plus importants est le courant de la négritude, qui, à partir des années 50, va être porté notamment par le réseau de librairies et maisons d'édition de présence africaine, qui va organiser par la suite un certain nombre de festivals culturels, dont le premier sera le Congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne en 1956.
Mais la dynamique politique est sur plusieurs lignes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, il y a ceux qui rentrent directement en Afrique et qui vont se battre pour libérer le continent africain. C'est le cas de Kwame Nkrumah. En 1948, il est à Accra. Il réorganise un parti local. Il en prend le contrôle puis crée son propre parti. Et en 1951, il est élu, alors qu'il est en prison, il est élu depuis sa cellule chef de gouvernement de la colonie de la Gold Coast. Une fois sorti de prison, il a les rênes de la colonie. Et donc, il peut décider notamment de donner des visas et des passeports à qui il veut. Et à partir du début des années 50, on voit beaucoup d'Afro-Américains et de Caribéens qui ont connu Nkrumah quand il n'était pas grand-chose, venir s'installer en Gold Coast parce qu'ils savent que ce pays est dirigé par l'un des leurs. Et donc le futur Ghana devient la terre de retour d'un certain nombre de militants panafricains, afro-américains, afro-caribéens. Et en mars 1957, Nkrumah peut prononcer l'indépendance du Ghana en annonçant que l'indépendance du Ghana n'est rien sans la libération du reste du continent africain. Et Nkrumah lance à ce moment-là le projet des États-Unis d'Afrique, à une époque où la quasi-totalité du continent africain est encore sous domination coloniale. Un an plus tard, une rupture également intervient dans l'espace colonial francophone. 1958, le général de Gaulle revient aux affaires par rapport à la guerre d'Algérie. Il est accompagné d'un certain nombre de députés africains, Félix Houphouët-Boigny, l'Ivoirien, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais. Et Félix Houphouët-Boigny, quelques années plus tôt, avait été à la tête d'un parti interterritorial qui s'appelait le Rassemblement démocratique africain. C'est-à-dire que tous les députés des colonies françaises avaient en fait un parti qui était affilié, qui était réuni au sein de ce Rassemblement démocratique africain. On avait le PDG-RDA pour la Guinée, le PDCI-RDA pour la Côte d'Ivoire, l'US-RDA pour l'Union soudanaise, donc pour le Mali de l'époque, etc., etc. Pour chaque territoire, une affiliation au RDA, à l'exception du Sénégal de Senghor qui restait dans les rangs socialistes. Mais Félix Houphouët-Boigny a été retourné entre-temps par François Mitterrand et René Pleven. Et c'est avec eux que va se mettre en place ce qu'on va appeler plus tard la France-Afrique. Avec l'idée que la France doit garder le contrôle de ses colonies. Et que pour garder ce contrôle-là, il est important de bloquer le panafricanisme. Et que plus il y aura de territoires issus de l'empire colonial français, plus ce sera difficile de faire l'unité africaine. Et donc côté français, on va pousser vers ce qu'on appelle la balkanisation du continent africain. C'est-à-dire l'émiettement du continent africain en une multitude d'États non viables, comme disait Cheikh Anta Diop, et difficiles à réunir parce que dans chaque pays, il y a des populations du territoire voisin, et ainsi de suite. Donc on met en place des frontières ingérables, autour desquelles vont se cristalliser des États ingérables et non viables. C'est tout le contraire de la position de Kwame Nkrumah qui dit il faut aller à l'unité dès le départ. Effacer les frontières, prendre l'intégralité du continent africain comme un ensemble continental à l'époque de la guerre froide et faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix. Ce projet est rejeté dès le départ par le modèle colonial. Mais Nkrumah tente d'y aller par tous les moyens possibles. En 1958, quand la Guinée de Sékou Touré refuse d'entrer dans la communauté française, Nkrumah tend la main à la Guinée et il se met en place l'Union Ghana-Guinée. En décembre, il organise une conférence panafricaine des peuples, conférence très importante du 5 au 13 décembre 1958, parce que lors de cette conférence, il fait venir à Accra plusieurs figures essentielles de l'histoire du panafricanisme. Il y a Frantz Fanon, auteur de Peau noire, masque blanc et un peu plus tard Les damnés de la terre, qui à l'époque se bat pour l'indépendance de l'Algérie, mais qui est ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne à Accra. Il y a Félix Moumié, qui est le leader de l'Union des populations du Cameroun, après l'assassinat de Ruben Ounougbé, dans le contexte de la guerre de génocide menée par la France contre les résistants camerounais.
Puis il y a surtout Patrice Lumumba. Patrice Lumumba qui vient du Congo, le Congo belge, qui se retrouve à Accra et qui, à ce moment-là, fait jonction avec Nkrumah. Et Lumumba et Nkrumah, le courant passe et un accord secret est mis en place pour que le Congo libéré devienne la base des futurs États-Unis d'Afrique. Et que ce soit à partir de ce territoire-là que l'on mène la bataille finale contre les régimes blancs racistes d'Afrique australe, ceux de Rhodésie et ceux d'Afrique du Sud. Donc cette conférence de décembre 58 est très importante. En 1960, on a ce qu'on appelle la vague des indépendances. Donc plusieurs indépendances en papier cadeau, comme on dit, qui sont en fait de fausses indépendances dans bien des cas. Mais néanmoins, Nkrumah veut réunir le continent africain. Mais face à lui, il y a des oppositions. Et donc on voit apparaître des groupes, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Monrovia était d'abord le groupe de Brazzaville. C'était toutes les colonies françaises qui restaient liées à la France, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, qui voulaient rester des départements français. Ils préféraient travailler avec la France plutôt que de travailler avec le voisin africain. Magie de l'aliénation. Et en face, le groupe de Casablanca, où on considère qu'il faut mettre en place une charte qui interdit la signature d'accords militaires avec des puissances non africaines. Une charte qui autorise la libre circulation de tout Africain partout en Afrique, qui établit déjà un commandement suprême sur les questions militaires et une diplomatie commune. Et donc ce groupe de Casablanca est minoritaire. Il devient encore plus minoritaire quand le groupe de Brazzaville réussit à réunir dans le groupe de Monrovia quelques autres pays, notamment anglophones. Et en mai 1963, Haïlé Sélassié décide de réunir tous les pays indépendants de l'époque à Addis Abeba pour une grande conférence, au terme de laquelle est créée l'Organisation de l'Unité africaine. Et dans cette OUA, le projet de Nkrumah, qui est le véritable projet panafricaniste, est mis en échec. Et donc l'OUA ne sera pas le lieu de réalisation fondamentale du panafricanisme. Néanmoins, cette Organisation de l'Unité africaine va mettre en place un comité de libération qui sera basé à Dar es Salaam et qui, sous le contrôle de Julius Nyerere, le président tanzanien, va soutenir les différents mouvements de libération du continent africain. Cette politique panafricaniste visant à libérer le continent africain va aussi faire jonction avec les luttes qui ont lieu aux États-Unis ou en Angleterre contre les systèmes racistes et ségrégationnistes. Et donc, en parallèle aux indépendances qui ont lieu en Afrique, le mouvement pour les droits civiques comprend très rapidement qu'il y a intérêt à s'appuyer sur les États africains indépendants, notamment les États révolutionnaires. C'est ce que comprend en premier lieu Malcolm X lorsqu'il quitte Nation of Islam et qu'il fait sa tournée en Afrique, et qu'au retour de sa tournée en Afrique à l'été 1964, il crée l'Organisation de l'Unité afro-américaine avec John Henrik Clarke, dans le but de réunir tous les Noirs de l'hémisphère occidental dans une même organisation, qui sera en capacité de peser au niveau de l'OUA pour condamner les États-Unis devant le tribunal, qui était à l'époque l'Organisation des Nations Unies, qui avait à l'époque une vocation de tribunal un peu plus multipolaire. C'est également la position de Martin Luther King, vers la fin de sa vie, qui comprend que les choses vont se jouer réellement en Afrique. La libération de l'homme et de la femme noire partout dans le monde doit d'abord se jouer en Afrique. C'est ce que comprend également Amilcar Cabral, qui au niveau du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, en lien avec les camarades du MPLA, de l'Angola, du Frélimo du Mozambique, se bat pour abattre le colonialisme portugais. C'est la stratégie de Cabral qui lui vaut d'être invité en janvier 1966 par Fidel Castro en personne à la tricontinentale de la Havane. Et c'est Cabral qui fait la leçon à Che Guevara sur ce qu'est une véritable révolution. Che Guevara qui à l'époque revient du Congo où ça a été un échec et qui partira un peu plus tard en Bolivie où ce sera également un échec où il sera assassiné. Cabral explique ce qu'est une vraie praxis révolutionnaire. Comment on doit mener la révolution en faisant que le peuple en armes
puisse saisir son autodétermination et puisse comprendre le prix de sa liberté en ayant versé le sang pour cette liberté. Donc tous ces mouvements de libération dans les années 60, 70, 80 s'inscrivent dans des dynamiques panafricaines. Ils sont souvent coupés par des assassinats parce que le panafricanisme c'est une série d'assassinats. Donc des résistants des 16e, 17e, 18e, 19e siècle jusqu'aux figures plus contemporaines qui tombent les unes après les autres. Barthélemy Boganda, qui voulait créer les États-Unis d'Afrique latine, une grande république centrafricaine, non pas la Centrafrique d'aujourd'hui, mais une grande république centrafricaine, qui meurt en mars 1959 dans un mystérieux accident d'avion. Félix Moumié, qui meurt empoisonné à Genève par un agent français. Ruben Ouniobé, assassiné un peu plus tôt dans le Maquis. Patrice Lumumba, trahi par les siens, par Mobutu, livré à ses assassins par le biais de l'impérialisme américain et belge, avec l'aide des services canadiens et avec l'intérêt aussi de la France dans le cadre d'un complot international. Le cas du Congo est central, il est essentiel et il est structurant. Et l'assassinat de Patrice Lumumba et de Polo et Okito le 17 janvier, dans la nuit du 16 au 17 janvier 61, va avoir un retentissement très important parce que le Congo est central dans le projet de la libération de l'Afrique. Amilcar Cabral, 73, Kwame Nkrumah renversé en 66. Bref, on a toute une série de dirigeants, de résistants qui ont été éliminés. D'autres ont eu des trajectoires en deçà de ce qu'on aurait pu espérer. C'est notamment le cas du plus grand savant noir du XXe siècle, Cheikh Anta Diop, qui interdit de soutenir sa thèse de départ, la publie sous le titre de Nation d'agriculture en 1954, il démontre dans la continuité de Firmin que les civilisations égypto-nubiennes étaient des civilisations négro-africaines, qui venaient encore plus au sud de ce qu'est l'Égypte d'aujourd'hui, qui démontre également l'antériorité de ces civilisations-là et comment il y a une falsification historique qui fait qu'on a fait sortir l'Afrique de l'histoire. Cheikh Anta Diop, après la soutenance de sa seconde thèse en 60, rentre au Sénégal, où il est interdit d'enseigner. Il est également emprisonné en raison de son militantisme politique contre Senghor. Mais néanmoins, son œuvre fera école, à tel point que son nom est aujourd'hui donné à l'université de Dakar, même si ses travaux ne sont pas encore réellement enseignés. Les travaux de Cheikh Anta Diop vont mobiliser d'autres cerveaux et d'autres ressources, qu'on va voir apparaître notamment aux États-Unis, autour d'un courant essentiel au panafricanisme, qu'est l'afrocentricité. Autour de Molefi Santé, Leonard Jeffries, Monana Karanga, différents courants de cette afrocentricité, qui prennent appui sur l'Afrique et qui sont un peu l'équivalent diasporique de ce qu'un autre grand historien et militant panafricain développait, Joseph Kizerbo, à savoir la nécessité d'un développement endogène. L'Afrique doit se développer à partir de ses propres ressources, de ses propres moyens, à partir d'un modèle politique que le président tanzanien mettra en place sous le nom de Ujamaa, une sorte de communalisme, de socialisme africain qui repose vraiment sur nos bases endogènes. Ces bases endogènes, elles sont également brandies dans la lutte contre le régime d'apartheid. Et là, on est dans une autre approche que l'on retrouve aussi bien dans la diaspora, notamment aux États-Unis, que en Afrique, qui est le mouvement de la conscience noire, porté notamment par Steve Biko au niveau de l'Afrique du Sud, et qui va être la base idéologique de la dernière génération de lutte contre le régime d'apartheid, qui va tomber au début des années 90. La libération de l'Afrique du régime d'apartheid est généralement vue comme la fin de la libération du continent africain. Et donc l'OUA, au tournant des années 90, est en train de se réorganiser. À la fin du XXe siècle, entre 1999 et 2002, il y a une réforme qui est faite, qui donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union africaine, mais qui reste malheureusement un syndicat de chefs d'État. Le panafricanisme, lui, il est présent dans d'autres espaces. Il est présent dans les espaces militants, il est présent dans les mouvements sociaux,
il est présent au niveau de la jeunesse, il est présent dans le renouveau des contestations qui reviennent régulièrement comme des vagues. On n'a pas attendu 2015 ou 2016 pour contester le franc CFA. Nos aînés l'ont fait bien avant nous, avec leurs moyens. On n'a pas attendu 2015-2016 pour contester la présence des bases militaires étrangères sur le sol africain. C'est un des éléments structurants des textes panafricanistes des années 50-60. Et à l'époque, cette contestation passée par des luttes armées, on n'a pas attendu, des projets de Kadhafi pour penser la question de l'unité économique et monétaire et la question des réparations. Pour ça, on a les travaux excellents de Walter Rodney sur comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Bref, aujourd'hui, le panafricanisme, il est confronté à un certain nombre de défis. L'un de ces défis, c'est précisément de faire, je dirais, son agenda. Quelles sont les priorités? Quelles sont les ressources dont nous disposons? Quels sont les enjeux? Quels sont les points jusqu'auxquels nous sommes capables d'aller au début de ce XXIe siècle? XXIe siècle que nous dominons culturellement. C'est-à-dire que dans le monde entier, ce sont les cultures africaines qui font danser, qui font rire, qui font pleurer. C'est l'Afrique qui est au centre de tout, au centre de la recolonisation du monde actuel. Et tout le monde aujourd'hui est en Afrique. Toutes les puissances, ou tous ceux qui veulent cette étiquette de puissance sont en Afrique. Et les Africains de leur côté, nous sommes partout dans le monde, mais chez nous, nous ne sommes toujours pas réellement chez nous. Parce qu'il y a encore un certain nombre de stigmates qui sont liés à cette histoire du panafricanisme, qui n'est pas suffisamment maîtrisée par la jeunesse, qui n'est pas suffisamment défendue par nos aînés, et pour laquelle notre génération doit jouer son rôle structurant pour honorer nos aînés, pour honorer nos ancêtres, et pour faire en sorte que ceux qui vont nous succéder auront toutes les armes nécessaires pour construire cette unité, et pour faire de cette unité une véritable base de développement endogène pour nos peuples d'Afrique et de la diaspora. Donc voilà en tout cas les quelques éléments de parcours de cette histoire du panafricanisme que je souhaitais vous exposer. Vous pourrez évidemment retrouver, je pense en commentaire de cette vidéo, quelques références bibliographiques que vous pourrez consulter. Vous pourrez également retrouver d'autres vidéos sur la plateforme Goûter Panafricain, également sur mes différents réseaux sociaux ou chaîne YouTube, tout simplement tapant donc mon nom, Hamzat Boukari Yabara, qui est l'un des noms parmi d'autres de ceux qui aujourd'hui essayent et font tout pour que le panafricanisme soit réellement et sincèrement un outil de notre libération. Asante Sana, Moudjani Ngouvu, l'union fait la force.